Certaines voitures meurent parce que personne n'en veut plus. D'autres meurent parce que l'usine ferme ses portes, et c'est tout. Mais de temps en temps, quelque chose de plus étrange se produit. L'entreprise meurt, et la voiture continue de vivre quand même. Pas dans un musée derrière un cordon de velours, sur la route, dans une usine, quelque part loin de la France. Parfois avec un autre badge entièrement construite par une entreprise qui n'avait rien à voir avec sa conception. Simca a disparu, Talbot a disparu, Panhard a disparu, Matra n'a plus construit de voiture depuis 2003. 4 noms, 4 cadavres, tous enterrés dans l'histoire de l'industrie automobile française. Voici donc la question qui va occuper les 15 prochaines minutes. Comment un constructeur disparaît-il complètement, tandis que la machine qui l'a construite refuse simplement de s'arrêter? Et la réponse, comme vous allez le voir, repose sur une idée simple. Les entreprises disparaissent. Le bon génie technique, non. La plupart des gens supposent qu'une marque morte signifie une voiture morte. La marque fait faillite, l'usine est vendue pour la ferraille et la voiture pourrit tranquillement dans une casse quelque part en banlieue de Paris. C'est l'histoire qu'on nous a tous racontée et elle est fausse. Les voitures trompent en réalité la mort de 4 façons différentes. Parfois, la production continue simplement, sous un nom différent, dans un pays différent. Parfois, l'ingénierie est absorbée par un rival, discrètement, sans que personne l'annonce. Parfois, une autre entreprise adopte toute la conception parce que la construire à partir de zéro coûterait plus cher que d'acheter simplement l'outillage. Et parfois, ce sont les propriétaires, des gens ordinaires avec une clé et une obstination tenace, qui refusent de laisser la chose mourir. Voici le fil qui court sous chaque cas que nous allons couvrir. Une décision d'ingénierie est entrée en collision avec une décision commerciale. Et la décision commerciale a gagné. À chaque fois. 7 cas, en ordre décroissant, une leçon chacun. Commençons par le numéro 7. Cas numéro 7 et numéro 6, quand le badge meurt, mais le plan reste. Le numéro 7 est la Simca 1100, et son fantôme se promène aujourd'hui avec un badge Peugeot. Voici la chaîne d'effondrement. Chrysler achète Simca, la gère mal jusqu'à terre, et en 1979, la marque est rebaptisée Talbot. Talbot boite encore quelques années avant que Peugeot l'avale complètement dans les années 80. 2 marques mortes en une décennie. Mais la 1100 elle-même? Cette voiture faisait quelque chose que personne d'autre en France ne faisait en 1967. Un moteur transversal associé à une carrosserie Hayon, la disposition exacte qui allait définir les petites voitures pour les 50 années suivantes. Peugeot avait besoin d'un remplacement bon marché et moderne rapidement. Et plutôt que de repartir complètement de zéro, elle s'est appuyée sur le travail déjà sur l'étagère du projet Talbot Arizona avorté. La voiture que Talbot n'a jamais pu terminer avant que Peugeot avale la marque entière dans les années 80. La famille de moteurs Poissy remonte directement à cette lignée, une gamme de 4 cylindres allant de 68 à 85 chevaux selon la finition, réglée pour rouler avec du carburant bon marché et supporter des années d'entretien sauté plutôt que d'impressionner quelqu'un à un feu rouge. La géométrie de suspension arrière à bras tirés est sortie du même travail de développement, conçu pour garder une petite voiture légère, bien plantée et prévisible, sans ajouter de coûts là où ce n'était pas nécessaire. Ajoutez à cela la disposition transversale que la 1100 avait déjà prouvée en 1967, moteur et boîte côte à côte au lieu de nez à cul, et vous obtenez un habitacle plus grand et plus d'espace à bagages avec exactement la même empreinte au sol sans tôle supplémentaire nécessaire. La mauvaise gestion de Chrysler Europe a tué le nom Simca. La fusion Peugeot-Talbot a tué Talbot. Peugeot a enterré le badge Simca, mais a continué tranquillement à conduire au travail tous les matins avec sa meilleure idée. Parfois, le badge meurt, mais l'usine continue de tourner, parce que arracher un outillage qui fonctionne coûte plus cher que la fierté ne vaut. Maintenant, voici le numéro 6, et celui-ci est plus froid. Le Peugeot J7. Histoire officielle, la production française s'arrête dans les années 1980,
Le fourgon est remplacé, dossier classé. Pourtant, sous sa carrosserie se cache une mécanique simple, robuste et conçue pour travailler tous les jours, pas pour impressionner qui que ce soit. Ce n'était pas un utilitaire construit pour être moderne, il était construit pour durer. Lorsque Peugeot passe à une nouvelle génération de fourgons, le J7 puis son successeur direct le J9 poursuivent leur carrière bien au-delà de la France. En Afrique du Nord, ils continuent à transporter des marchandises, des artisans, des familles et parfois des générations entières d'entreprises. Pendant que Peugeot tourne la page, ces utilitaires continuent simplement à faire leur travail, année après année, parce qu'ils sont faciles à réparer, peu coûteux à entretenir et presque impossibles à décourager. Peugeot a remplacé le modèle. Les ingénieurs, sans le vouloir, avaient déjà construit un utilitaire suffisamment simple pour survivre à son époque. Cas numéro 5 et numéro 4. Quand les idées survivent même sans le métal. Le numéro 5 est Panhard, et celui-ci est différent parce qu'il n'y a plus d'usine à Montreuil. L'entreprise est absorbée par Citroën en 1967, point final. Plus de voitures Panhard, jamais sous ce nom. Mais voici ce que Citroën a réellement acheté. Pas seulement un bâtiment et quelques machines-outils. Panhard avait passé des décennies obsédé par une idée. La construction en aluminium et la réduction de poids partout où c'était possible, en tirant des performances de petits moteurs, en refusant de porter un seul kilo supplémentaire. Ce n'est pas un produit, c'est une philosophie. Et Citroën n'a pas seulement acquis l'usine, elle a absorbé la pensée. La logique allégée, traction avant, commence à apparaître dans des Citroën que les propres ingénieurs de Panhard n'ont jamais pu construire eux-mêmes. Le marché des années 60 voulait des symboles de statut V8 et du chrome, pas d'économie intelligente en aluminium. Donc Panhard a crevé commercialement tout en étant assise sur une ingénierie qui était honnêtement en avance sur son temps. L'entreprise est morte, l'idée est simplement passée à côté et a continué à fonctionner. Ce qui amène à remarquer quelque chose, parfois ce n'est pas le métal qui survit du tout, c'est l'organigramme. Les ingénieurs, les brevets que personne ne s'est donné la peine de jeter. Le numéro 4 est Matra, et la plupart des gens supposent qu'elle a simplement disparu après 2003 quand la dernière voiture est sortie de la chaîne. Ce n'est pas le cas. Elle a changé de forme. Matra venait de l'aérospatiale, et ce background se voit directement dans l'espace, le premier vrai monospace construit en France, avec des panneaux de carrosserie en composite fibre de verre, tout droit sortis de la fabrication d'avions plutôt que d'une ligne d'emboutissage d'acier. Tracer la famille à partir de là, Espace, puis Avantime, puis Murena. Et finalement, Matra se replie dans le détail aérospatial et de défense, l'industrie exacte dont elle est venue au départ. Construire des voitures était un chapitre, pas tout le livre. L'Avantime est la partie de cette histoire que personne n'aime évoquer. Ingénierie composite brillante, un coupé croisé avec un monospace, vraiment rien d'autre comme ça sur la route à l'époque. Et elle est morte en moins de 2 ans, parce qu'une ingénierie brillante enveloppée autour d'une forme que personne n'avait demandée reste simplement sur les parkings des concessionnaires. Les ingénieurs ont construit quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Les comptables n'ont pas trouvé une seule étagère où la mettre. Panhard et Matra racontent presque la même histoire sous 2 angles différents. Une entreprise a été avalée et ses idées ont continué à marcher à l'intérieur du badge de quelqu'un d'autre. L'autre entreprise a survécu très bien, mais le métier de construire des voitures s'est avéré être la partie jetable, pas le département d'ingénierie. Dans les 2 cas, le métal était optionnel. Ce qui a survécu au bilan, c'est la pensée derrière, assise dans un tiroir quelque part, attendant la prochaine entreprise assez intelligente pour l'utiliser. Cas numéro 3 et numéro 2, quand le pays change mais la voiture ne s'arrête pas. Le numéro 3 est la Peugeot 405. Et sur le papier, l'histoire se termine quelque part dans les années 90, quand la production française s'arrête et le modèle est classé comme une berline solide et sans éclat des années 80. Sauf que quelqu'un a oublié de le dire à l'Iran. Iran Khodro a repris la licence et a continué à construire la 405 bien après 2020, 3 décennies après que la France était déjà passée à des plateformes plus récentes. Même carrosserie, même transmission,
Même suspension arrière à long débattement que les ingénieurs français avaient conçu pour les nids de poules en dehors de Lyon et les dos d'âne en dehors des petites villes dont personne à Paris n'avait jamais traversé. Il s'avère que cette géométrie de suspension ne se souciait pas de l'endroit où elle finissait. Les routes à Téhéran, les routes en France rurale, le même réglage qui absorbait les bosses à la maison s'est avéré être exactement ce dont une voiture aurait besoin pour survivre à une infrastructure terrible n'importe où ailleurs sur Terre. Peugeot n'a pas perdu ce marché parce que la voiture a échoué. Les sanctions ont frappé, la politique de distribution est devenue compliquée et la stratégie d'entreprise à Paris s'est retirée d'une région qui a cessé d'être pratique à servir. La 405 n'a jamais demandé à prendre sa retraite. L'engagement de Peugeot envers elle l'a fait. Donc, si une suspension peut survivre à des sanctions et à 30 ans de licence corporate, que se passe-t-il quand une plateforme de fabrication entière survit au pays qui l'a construite ? C'est le numéro 2, la Renault 12. La France arrête discrètement la production quelque part dans les années 80, et tout le monde suppose que c'est la fin naturelle de l'histoire, la façon dont chaque voiture finit par être remplacée par quelque chose de plus récent. Voici ce qui s'est réellement passé à la place. La 12 fonctionnait avec une transmission longitudinale simple, rien d'exotique, rien qui nécessitait un spécialiste ou un ordinateur de diagnostic. C'est le genre d'ingénierie qu'un mécanicien dans un village avec un seul pont et une boîte d'outils à la main peut garder en vie indéfiniment. Donc la Roumanie l'a reprise et l'a transformée en Dacia 1300. La Turquie a continué à la construire, l'Amérique du Sud a continué à la construire. Des décennies après que Renault elle-même était passée à une autre plateforme, d'autres pays faisaient encore tourner des chaînes d'assemblage sur la même conception de base. Des décennies après que Renault elle-même était passée à une autre plateforme, d'autres pays faisaient encore tourner des chaînes d'assemblage sur la même conception de base. Renault n'a pas simplement vendu une voiture dans ces endroits, elle a exporté un modèle de fabrication et d'autres pays ont continué à faire tourner ce modèle longtemps après que l'entreprise d'origine l'avait oublié. La Roumanie en particulier a transformé les os de la 12 en la colonne vertébrale de toute son industrie automobile nationale, une conception française devenant la fondation d'un pays qui avait à peine construit des voitures auparavant. Ce n'est pas une note de bas de page, c'est l'une des grandes histoires de survie de toute l'industrie. Cas numéro 1. La voiture qui n'est jamais vraiment morte. Le numéro 1 n'est pas à propos d'une usine qui tourne encore quelque part, et ce n'est pas à propos d'une licence étrangère qui garde un badge en vie. Le numéro 1 est la Citroën 2 chevaux, et sa survie fonctionne différemment de tous les autres cas sur cette liste. L'après-vie de la 2 chevaux ne se mesure pas en chiffres de production, elle se mesure en une idée qui a refusé de disparaître. Le minimalisme et la réparabilité intégrée dès le premier croquis. C'était une voiture conçue pour qu'un fermier puisse la réparer dans un champ avec une clé, un marteau et peut-être un peu de fil, sans concessionnaire requis, sans outils de diagnostic, sans attente. Chaque partie d'elle était construite pour être assez simple à comprendre et assez bon marché à remplacer. Cette pensée n'est pas restée enfermée à l'intérieur d'un seul modèle français des années 50. Regardez quelque chose comme la Dacia Logan, des décennies plus tard, et vous regardez le même argument de base. Dépouiller la voiture jusqu'à ce dont les gens ont réellement besoin, la facturer moins cher, donner aux propriétaires moins de choses à casser. Entreprises différentes, époques différentes, même philosophie transmise sans que personne ne l'écrive dans un contrat. Voici la torsion, cependant. Citroën elle-même s'est éloignée de cette pensée exacte. Au cours des décennies suivantes, la marque a poursuivi les systèmes de suspension hydropneumatique, des couches d'électronique, la complexité pour elle-même, en montant en gamme et en laissant complètement la logique dépouillée de la 2 chevaux derrière. L'entreprise qui a inventé l'idée a arrêté d'y croire. Parfois, une voiture survit sans que personne le remarque, parce que l'idée elle-même fait simplement ses valises et passe dans la prochaine voiture bon marché et honnête qui arrive. Conclusion, les entreprises sont temporaires. Les usines ferment, les badges sont vendus ou discrètement retirés, les cadres encaissent et passent à leur prochain poste. C'est la partie de cette histoire que personne ne discute, mais le bon génie technique trouve toujours un moyen de sortir par la porte de derrière, racheté par un rival qui veut la pensée plus que le nom, garder en marche
dans un pays qui n'a jamais reçu le numéro que le modèle était censé être terminé, ou simplement gardée en vie par des propriétaires qui n'ont jamais demandé la permission de continuer à aimer quelque chose que le constructeur a abandonné. Les entreprises disparaissent, le bon génie technique non. C'est toute la thèse, et chaque cas aujourd'hui pointe vers la même conclusion. Le badge sur le capot n'a jamais été le point, les boulons en dessous l'étaient. Alors dites-nous, quelle voiture française pensez-vous qui mérite de survivre à son constructeur ? Écrivez-nous dans les commentaires et on se voit très bientôt dans le Garage Français.